Les chiffres de la campagne 2022, la Tzedaka ont été publiés hier. 3 millions d'euros de récoltés, la preuve d'une générosité qui ne se dément pas malgré la crise que nous traversons. Et justement, cette crise et les moyens d'y faire face, eh bien, on va en parler avec vous, Richard Rodier, directeur général du Fonds social juif unifié. Bonjour. Bonjour Rudy. Et aussi avec le président, Ariel Goldman. Bonjour. Ariel Goldman, non, on ne l'a pas encore. Sandrine Seban est également avec nous. Sandrine, vous allez nous parler, rebonjour, d'un événement qui aura lieu le 7 mars, justement, autour de la Tzedaka. On va présenter toutes les actions. C'est un peu ce qu'on va aussi faire aujourd'hui. Alors, Richard Rodier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle le parcours du don, c'est-à-dire à quoi sert un don, comment il est distribué, quel est son cheminement pour devenir efficace et aider? En fait, on a la campagne nationale de la Tzedaka 2020 s'est clôturée officiellement hier pour valider les chiffres. Donc, vous l'avez dit, avec des résultats assez remarquables. Et Ariel Goldman, le président du Fonds social, en parlera. Et en fait, nous avons des commissions sectorielles qui viennent arbitrer l'octroi de toutes ces sommes collectées, ces 3 millions d'euros, avec une commission sectorielle importante qui est celle du social, avec à la fois des élus et des professionnels, des anciens directeurs de cabinet, des anciennes maisons de retraite, l'ancien directeur général de l'OSE, nos collaborateurs, nos bénévoles. Et on a la même chose sur la commission jeunesse, qui est un des sujets phares en ce moment. Vous avez entendu le message publicitaire sur les services civiques. Et donc, c'est une transparence absolue de l'octroi de ces fonds collectés pour gérer en 2021 l'urgence. C'est vrai qu'auparavant, avec la Tzedaka, on a une vision très long terme, qu'on garde quand même avec les fonds collectés toute l'année par la campagne du Fonds social juif unifié. Mais cette année, on est vraiment dans des réponses d'urgence. On en a parlé souvent sur cette antenne avec le Covid. La précarité augmente de façon spectaculaire. Et effectivement, le nombre de demandes reçues au standard du Fonds social, traitées par nos travailleurs sociaux, l'équipe sociale, est de plus 40%, ce qui est gigantesque. Alors, comment répondre à une demande d'aide aussi considérable ? Alors, en fait, si je prends une métaphore un petit peu simple, on a deux profils aujourd'hui. On a la personne qui est dans la précarité habituelle, pour lequel elle a son parcours classique, elle connaît, elle sait qu'il faut passer par un travailleur social, qu'il faut évaluer les besoins, qu'on l'aide à activer les besoins premiers, et puis qui va de temps en temps à la synagogue, prend un panier de Shabbat ou de Pessah ou de Purim, qui vient chez nous avoir des fonds d'urgence, une aide alimentaire. Celui-là, on sait le cadrer, c'est simple, il connaît son parcours parce que malheureusement, il est dans la précarité. Ce qui arrive avec la crise du Covid, et c'est notamment ces 40%, c'est des gens qui n'ont pas prévu d'être dans cette difficulté sociale et qui en fait sont complètement perdus dans la procédure. Alors, ce qu'ils ont fait, la plupart du temps, si ce n'est 80%, c'est qu'ils ont mis sous le tapis leurs difficultés. Et donc, au lieu d'anticiper et de se lever, d'alerter, en fait, ils ont enterré une dette sur l'école, une dette locative ou une dette sur de la téléphonie, un crédit non remboursé. Et au lieu d'avoir mis en place des procédures d'alerte qu'on aurait pu anticiper par nos travailleurs sociaux, on ne gère que de l'urgence parce que c'est du surendettement, c'est un avis d'expulsion, c'est une saisie bancaire. Et donc, ces personnes-là qui n'avaient pas l'habitude, heureusement pour eux et malheureusement pour la situation, d'arriver dans la précarité, ils sont perdus totalement. C'est un peu comme un chauffeur du Paris-Dakar où il y a la neige à Jérusalem. Lui, il passe en 2 secondes, il regarde pas la neige. Un habitant de Jérusalem, il voit la neige pour la première fois, il y a un demi-quart de centimètre et c'est la une des médias en Israël pendant 48 heures. Et bien là, on est pareil, c'est 40%, c'est des gens qui ne savent pas conduire sous un demi-centimètre de neige. Et c'est une catastrophe parce qu'on est submergé d'appels. Donc nos travailleurs sociaux, nos bénévoles, nos régions sont sur le pont. Et il faut faire un traitement social sur ces sujets-là. Donc les conséquences de la crise dont on parle depuis plusieurs mois sont désormais une réalité. C'est une réalité avec des gens, là encore, vraiment qui ne sont pas prêts à demander. Et donc quand ils viennent demander, on est trop tard. Et il faut effectivement, et c'est le but d'un pays, on le dit tout le temps dans la campagne de la Tzedaka, le premier devoir d'un travailleur social, d'une organisation juive ou non juive d'ailleurs, c'est de faire rentrer les personnes dans l'aide publique. L'État met en branle des milliards d'euros pour aider ces difficultés. Mais en fait, pour rentrer dans ce chemin d'assistance publique,
moralement, c'est très difficile. Et donc, nous, on les aide à faire ça. Et en parallèle, on crée avec ces fonds d'urgence l'assistance qui permet ce qu'on appelle, nous, d'amener le lait et le miel. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne est mise dehors, l'État va mettre 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour les reloger, parfois 6 mois. Donc, ils vont les mettre dans des hébergements d'urgence, dans des hôtels. Notre rôle à nous, c'est de gérer cette phase-là qui n'est prise en compte par personne et seul le caritatif peut le faire. Et c'est pour ça que les besoins sont considérables. Merci Richard Rodier. Donc nous avons rétabli la liaison avec Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié. Bonjour. Bonjour. Excusez mon retard, j'étais sur le terrain à Sarcelles avec le maire et les responsables de l'action sociale pour envisager justement des opérations concrètes et une aide concrète à tous ceux qui en ont besoin, donc en plein cœur de votre actualité du jour. Alors, on vous pardonne bien évidemment, et si on vous a en ligne, c'est tout simplement parce que vous vouliez remercier les donateurs et puis aussi toutes celles et ceux qui participent chaque année à la Tzedaka et qui ont participé à cette belle campagne. Oui, tout à fait. Et je voulais vraiment féliciter d'abord toute l'équipe, son président Arié Flack et toute l'équipe de l'Appel national pour la Tzedaka, parce que c'était une année plus que particulière, une année hors norme, avec des incertitudes à tous les niveaux. Et bien malgré cette année hors norme et ces incertitudes, ils ont relevé le défi. Ils ont atteint les 3 millions d'euros de collecte, soit comme l'année dernière, avec pas de présentiel, mais des événements Zoom et surtout une mobilisation, une fidélité de nos donateurs qui est presque touchante. Et à ce titre-là, voilà, je voulais terminer cette campagne de la Tzedaka parce que la Tzedaka, c'est l'aide aux défavorisés en France. Ça se tient tous les hivers. On est à la fin de l'hiver, et bien on a ce résultat qui fait chaud au cœur et qui nous donne plein d'espoir et surtout plein de possibilités d'aider et de travailler sur des projets concrets comme je le disais en introduction. Merci Ariel Goldman. Alors le FSJU doit faire face à des nouvelles précarités. On en parle notamment celle des jeunes, des nouvelles populations. Et puis il y a quelques semaines, Églantine Delalleux est allée dans son grand format du jeudi à la rencontre justement de ces jeunes tombés en situation de précarité, voire situation d'urgence. Je vous propose d'écouter un témoignage. Non, on n'a pas le témoignage. Alors c'est pas grave. On va quand même en parler de ces jeunes qui avaient un petit boulot, qui avaient un petit logement et qui donc vivaient déjà sur la corde raide. On me dit en régie qu'on va l'écouter. Alors on écoute et on en parle juste après. Alors, quand une femme arrive ici, déjà, elle se présente à nos équipes, puis ensuite est reçue par nos accompagnants et nos travailleurs sociaux pour faire un point de la situation. Donc, on a eu une fermeture des musées, des lieux culturels. On a commencé à avoir des restrictions pour aller au restaurant, dans les bars, avec interdiction de la vente d'alcool après 10 heures, je crois que c'était. Limitation du nombre de personnes par table. Et ensuite, là, il y a eu une nouvelle phase depuis, je dirais, janvier, où là, on a plus de restrictions, où on a le port du masque dans les transports, plus de restrictions dans les magasins, il y a plus de jauges où on a moins le droit d'être... il y a moins de personnes qui sont autorisées à être dans les mêmes lieux en même temps. On a des nouvelles restrictions dans les restaurants et dans les bars, et maintenant, tout ferme à 20h. Et pareil, interdiction de la vente d'alcool après 20h. Tous les lieux culturels sont fermés, donc tout ce qui est théâtre, cinéma, musée, tout ça c'est fermé. Et au niveau du quotidien, en fait, j'ai réfléchi, j'ai l'impression que ça se rapproche de plus en plus à ce que j'ai vécu en France dans le premier confinement, en fait. Parce que donc, moi, toutes mes études sont à distance. J'ai jamais été à la fac, les facs n'ont jamais rouvert. Si elle espère avoir rapidement des cours en présentiel, Maëve vit dans le même décor chaque jour, sa chambre avec son ordinateur. Je me lève, je vais de mon lit à mon bureau, je fais mes 2 heures en distanciel et après ça dépend parce qu'en ce moment il fait vraiment très froid dehors. Aujourd'hui je crois que le ressenti c'est -13, donc ça devient un peu plus compliqué de sortir. Avant j'allais faire de la patine, j'allais faire du patin. Là, il fait un peu trop froid, donc en fait, on sort de moins en moins, j'ai l'impression. Voilà donc le témoignage, un des témoignages recueillis par Églantine Delalleux où on comprend en fait une détresse psychologique des jeunes et aussi une détresse économique.
Ariel Goldman, vous êtes resté avec nous. On a mis du temps à parler des jeunes dans le débat public, de leur désarroi, de leurs problèmes financiers, de leurs problèmes psychologiques, mais le FSJU, de son côté, a très vite pointé et a très vite vu que cette population était une population en souffrance. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des personnes âgées parce qu'au début, d'abord, ce sont elles, malheureusement, qui ont fait, parmi lesquelles on a trouvé les plus nombreuses victimes. Donc, c'était normal qu'on s'occupe de l'urgence vitale en priorité. Mais au fil du temps, on s'est aperçu que la jeunesse, notre jeunesse, est une des grandes victimes de cette période et du Covid. Et que dans le fond, il y a même certaines voix qui se sont élevées pour dire mais on sacrifie la jeunesse pour maintenir la vie des aînés, et ça c'est normal. Les jeunes doivent parfois se sacrifier pour leurs aînés, mais pour autant il faut maintenant et très vite se préoccuper de cette jeunesse. Alors nous avions anticipé parce que dès avant l'été nous avions vu que le confinement avait produit des effets économiques, psychologiques, médico-sociaux sur la jeunesse, que ce soit les élèves des écoles ou des lycées plutôt, et puis les étudiants. Et nous avons avec Noé, qui est la plateforme du Fonds social unifié pour les jeunes, l'UEJF également, que l'on ne présente plus, l'Union des étudiants juifs de France, mis en place des programmes d'aide financière et des programmes d'aide de suivi et de soutien psychologique et toutes sortes d'aides que les jeunes peuvent. On a un problème. Objectif. Bon, on n'a pas très bien compris la fin, Ariel Goldman. En tout cas, merci. Désolé, je suis dans des conditions. Non, mais je vous en prie. En tout cas, Mais en tout cas, on est là, on est au rendez-vous et on sera toujours derrière notre jeunesse, qui est une de nos priorités et qui fait partie évidemment des chantiers prioritaires du Fonds social juif unifié. Merci Ariel Goldman, président du Fonds social. C'est le terrain. Chaotique. Vous êtes sur le terrain, maître Ariel Goldman, c'est tout. Oui. Voilà, en plein. Richard Audier, directeur général du Fonds social juif unifié, on le dit pas assez souvent, mais derrière ces 3 millions et derrière cette organisation, il y a aussi des partenariats très importants avec, par exemple, Emmaüs, avec la mairie de Paris, et on a vu comment le FSJU a pu aider des gens dans une urgence, on va dire, très brutale. Par exemple, il y a quelques jours, cette vague de froid qui s'est abattue sur la France avec des situations d'urgence à régler immédiatement, des problèmes de chauffage, des problèmes tout simplement de logement. Et là aussi, il y a tout un maillage avec d'autres grandes organisations. Si je prends l'exemple pour aller dans la suite d'Ariel sur cette période actuelle avec les étudiants, qui va vraiment le symbole de ce qu'on fait en termes de maillage et qui montre bien qu'il faut cette solidarité, il faut cette union, et c'est vraiment l'objet du Fonds social, c'est de trouver des effets de levier par l'union de la communauté nationale et communauté juive bien évidemment aussi. Et par exemple sur son programme étudiant, on a travaillé avec Rabat on Campus, avec l'UEJF, avec tous les mouvements de jeunesse, c'est-à-dire du Dror, de la Chomère, du Bnei Akiva, pour monter des structures, avec les psychologues de l'OPEJ, avec les mutuelles étudiantes. Et en réalité, on a travaillé en même temps avec toutes les structures régionales, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc nous, on est là pour coordonner, pour mettre de l'argent, et puis pour que le micro-besoin soit répondu. Parce que celui qui dit « je sais tout faire », en tout cas, on l'a pas vu encore sur Terre près de nous. Donc on doit être en coordination d'argent, de moyens et aussi de procédures. Parce que là, vous en parliez, et c'est ce qu'on a fait, que ce soit pour les femmes victimes de violences ou sur l'hébergement d'urgence, les sans-abri avec Emmaüs. Les situations en plus se compliquent avec le Covid. C'est-à-dire qu'il faut non seulement protéger les personnes que l'on aide, mais aussi les aidants. Vous connaissez tous l'opération qu'on a fait sur le masque, le gel, etc. Mais ces procédures barrières, aujourd'hui, on les a démultipliées aussi avec les étudiants qui ont, par exemple, monté cette plateforme incroyable. Tout simplement, c'est de se mettre sur Doctolib pour les personnes âgées, pour les aider à prendre des rendez-vous pour les vaccins. Donc, on n'a pas de clé magique, il n'y a pas d'entrée particulière avec tel ou tel hôpital. On aimerait bien, on aurait aimé répondre aux rêves des complotistes où on maîtrise tout. On ne le fait malheureusement pas, mais on a des services civiques et des étudiants qui se mettent au service des personnes âgées pour leur trouver des rendez-vous et qui passent jour et nuit des essais pour prendre des réservations sur les vaccins.
Voilà, c'est ça, ce fameux parcours d'assistance, cette collaboration dans ces moments d'urgence. Merci Richard Rodier. Et donc Sandrine Seban, le 7 mars, on pourra voir en images avec et en chanson aussi tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait au quotidien sur le terrain. Énormément de reportages que vous êtes en train de préparer avec toute l'équipe du FSJU et la rédaction d'RCJ pour concrètement voir à quoi ont servi tous ces dons. Alors effectivement, il y a deux aspects. Il y a la campagne de la Tzedaka dont vous venez de parler, qui a donc réalisé plus de 3 millions d'euros grâce à plus de 10 000 donateurs. Et puis il y a toute l'action générale à l'année du Fonds social juif unifié, qui aide aussi bien en France qu'en Israël, que même à l'étranger. Et je peux vous dire qu'il y aura au cours de cette soirée un témoignage tout à fait hors du commun et extraordinaire d'un homme, d'un juif que nous avons aidé, qui était en danger dans un pays et qui aujourd'hui va parler et va témoigner de la manière dont le Fonds social l'a aidé. Donc si vous voulez, effectivement, nous ne pouvons pas faire comme d'habitude au mois de mars le grand dîner, le grand gala du FSJU qui nous permet de collecter pour la France et pour Israël. Donc on a des idées effectivement et on va réaliser une émission de télévision, une véritable émission de télévision sur le site fsju.org qui va être réalisé en partenariat avec le plus grand de la télé, Serge Calfon et ses équipes, Magnéto Prod. Et c'est un live solidaire avec à la fois effectivement une partie très concrète de reportages en France et en Israël, de témoignages également inédits, et notamment celui très touchant du papa de Yohan Cohen tué lors de l'attentat de l'Hypercacher, Eric Cohen, que nous avons suivi pendant le procès et qui est également depuis 5 ans, depuis j'ai envie de dire le lendemain quasiment de l'attentat, qui a été aidé, soutenu par le FSJU. Il tenait à parler et à raconter. Donc vous pourrez voir ce témoignage, d'autres témoignages également de femmes en Israël, une famille francophone qui est aidée, une femme également battue et qui a accepté de témoigner face caméra pour nous raconter son calvaire et surtout comment, au quotidien, comme elle le dit, ses enfants peuvent dormir le soir en ayant mangé grâce au FSJU. Donc c'est tous ces témoignages-là que vous verrez. Également un autre témoignage, je peux vous dire, assez touchant et assez drôle en même temps, que j'étais en train de réaliser là, qui était fait à partir du réseau Ezra. Richard Rodier parlait à l'instant des jeunes qui prennent les rendez-vous pour les personnes âgées, pour qui c'est compliqué de prendre un rendez-vous de vaccin. Et bien là aussi, pour pouvoir les distraire et pouvoir communiquer avec l'extérieur, il y a ce don de tablettes aux personnes âgées qui ne peuvent pas s'en procurer. Mais leur donner une tablette, c'est bien, mais leur apprendre à s'en servir, c'est encore mieux. Donc c'est là où le parcours d'assistance du FSJU continue et où on a des jeunes, notamment il y a Noah qui a été chez Marcel, et je peux vous dire que le moment où Noah apprend à Marcel à s'en servir, alors Marcel connaît déjà YouTube, etc. Et ce qu'elle voulait absolument qu'on lui mette sur la tablette, c'est YouTube pour pouvoir écouter Farid Alatrache. Donc Noah lui a tout expliqué, et quand je vous dis très touchant, c'est que vous le verrez, il faut vous inscrire sur fsju.org, mais il y a un moment donné où c'est fini, finalement, où Noah lui dit voilà, ça y est, vous allez vous en servir toute seule, et où Marcel la regarde comme ça, elle lui dit mais alors vous viendrez plus jamais? Et Noah la regarde, elle dit mais si bien sûr, si vous voulez, je reviens une autre fois, voilà. Donc le lien a été créé et c'est comme ça que ça se passe, ce parcours d'assistance au FSJU. Et puis évidemment, parce qu'on veut donner de l'espoir, on veut chanter et ça va nous faire du bien à tous de chanter autour, et générosité. Parce que vous adorez ça. Et parce que j'adore ça. Vous aussi, vous serez avec moi, Rudy, pour présenter la soirée. Ce sera autour d'Enrico Macias, ce sera autour de Daniel Lévy, ce sera autour de Michel Drucker et puis encore d'autres noms qui vont se dévoiler dans les jours qui viennent, mais je peux vous le dire, comme d'habitude, vous aurez intérêt à y être. Inscription fsju.org, on vous demande simplement de vous inscrire, c'est ouvert à tous, c'est bien évidemment gratuit et c'est une soirée pour vous présenter nos actions et pour permettre au FSJU de récolter un maximum de dons pour 2021. Voilà, rendez-vous le 7 mars à 18h sur Internet, on sera tous au rendez-vous. Merci Sandrine, merci Richard. Dans un instant, la chronique musique de Bruno Freitag.